Mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, je vous souhaite la bienvenue. Je salue également la présence donc, des agents communaux. Il est 18h31. Je déclare la séance ouverte et je procède à l'appel. Yves Cazorla présent, Manon Crozier présente, Michel Aniel, il est là, Myriam Aguirre, elle est là, Frédéric Berne, il est là, Émeric Navez, présent, Mélina Joly aussi, Jennifer Chapifort, présente, Jocelyne Moscato, présente, Jean-Luc Cagnos, il est là, Cindy Bonillo, elle est là aussi, Jonathan Minier qui donne procuration à Vivien Abrieux, Sophie Borne qui donne procuration à Roseline Alpini, Maryse Barial à Mohamed Berkane et Jean-Luc Antoine à Jacques Couré. Roselyne Alpini, elle est là, Jacques Couré, il est là, Vivien Abrieux, il est là aussi, Mohamed Berkane, il est là, Jean-Pierre Lafont, il est là, et Philippe Hermé donne procuration à Jean-Pierre Lafont. Très bien. Donc nous allons maintenant désigner le secrétaire de séance. Je vous propose Vivien Abrieux. Donc Vivien Abrieux, y a-t-il des observations? Pas d'observation. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Nous avons donc notre secrétaire de séance. Il s'agit tout d'abord d'approuver le procès-verbal. Alors je crois que c'est le 24 septembre, il me semble, c'est ça? Oui. C'est ça. Donc y a-t-il des observations sur ce PV? Pas d'observation. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Tiens, le PV est adopté. Donc au point numéro 1, on avait mis donc la convention entre l'armée et les collectivités, mais on va différer un petit peu parce que le chef de corps doit intervenir et il arrive. On va plutôt passer au point 2. Intercommunalité, présentation du rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération du Garot-Dagnin. Donc conformément à l'article 40 du règlement intérieur du conseil communautaire qui précise que chaque année le président adresse au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de la communauté d'agglomération pour l'année précédente. Donc les maires donnent ensuite communication de ce rapport à leur conseil municipal. Bonjour mon colonel. Donc, le conseil communautaire s'est réuni le 30 septembre 2024 pour prendre acte de la présentation du rapport d'activité 2023 de la communauté d'agglomération et autoriser donc le président à adresser le rapport au maire de chaque commune membre. C'est dans ce cadre que le rapport vous a été communiqué avec la convocation de ce conseil municipal. Voilà, je vais vous rappeler les principaux points, sans essayer de ne pas être trop long. Donc l'année 2023 se positionne dans la continuité des années précédentes avec une poursuite de la déclinaison des actions proposées dans le projet de territoire. En quelques chiffres, l'année 2023 du Garot-Dagnin, c'est pour le pôle famille et solidarité 769 élèves au conservatoire de musique et de danse, dont 29 de l'eau de l'Ardoise. Un contrat local de santé pour accompagner les initiatives visant à promouvoir la santé pour tous. Des actions sur les quartiers prioritaires de la ville à Pont-Saint-Esprit et à Bagnols-sur-Cèze, dans le cadre du contrat de politique de la ville. Un service agglomobile France Service qui a accompagné 1770 personnes en 2023, 2 aires d'accueil de gens du voyage à Bagnols et à Laudun et une aire de grand passage à Pont-Saint-Esprit, 19 centres de loisirs ayant accueilli 3564 enfants en 2023, 13 multi-accueils pour 971 enfants et 2 relais petite enfance utilisés par 77 assistantes maternelles et 276 enfants. Ce sont 109 enfants de l'Aude-Ardoise qui ont été accueillis dans les structures multi-accueils de l'agglomération. Donc pour le pôle affaires financières et modernisation, donc 14 506 lignes de mandat et 3 100 lignes de titres en 2023. Un budget de 60,5 millions d'euros en recettes et 62,3 millions en dépenses. 37 marchés notifiés en 2023, une régie centrale qui encaisse plus de 2 millions d'euros de recettes, donc famille et taxes séjour, modernisation des outils informatiques, donc gestion électronique du courrier, téléphonie par Internet, etc. Pour l'environnement, année blanche pour la redevance incitative qui a permis en 2023 la baisse du tonnage des ordures ménagères résiduelles, donc moins 30%,
et la hausse des emballages, plus 40%, plus 2% aussi pour le verre, et plus 4% en volume en déchetterie. Et il y a aussi l'eau et l'assainissement, donc la mise en place d'une DSP sur le périmètre régi de 23 communes. Il y a eu 24 opérations de travaux en 2023, donc réseau, forage, station d'épuration, mise en place d'un contrat d'objectif territorial pour le déploiement d'actions en faveur de la transition écologique en complément du PCAET. 773 000 € distribués aux communes par le biais des fonds de concours. Et donc pilotage du CRTE, du CTO avec la région Occitanie et du programme Leader avec le GAL des Cévennes au Rhône. Donc le pôle des moyens généraux aux ressources humaines, on a 545 agents titulaires et contractuels au 31/12/2023. La cuisine centrale a produit 270 000 repas en 2023. Il y a eu 8 réunions du conseil communautaire. Au pôle attractivité et aménagement, donc on a au foncier économique 8 ventes ou compromis signés en 2023. Une étude foncière en vue de l'aménagement de nouvelles zones d'activité économique. À l'office d'entreprise, on a 1040 prêts ou locations de salles, donc bureaux, salles de réunion, coworking. Finalisation donc de la démarche de marketing territorial, participation au salon économique POP organisé par le collectif au Forum de l'Ardoise. Au niveau de l'insertion, 27 communes ont bénéficié de chantiers d'insertion avec Passe-Muraille. Il y a eu aussi 43 990 heures d'insertion réalisées en 2023 avec le closage des marchés publics. En mobilité, donc 3 666 élèves transportés sur 28 lignes scolaires, 184 000 personnes transportées sur les navettes urbaines de Bagnoles et de Pont-Saint-Esprit. Réalisation donc d'un schéma de mobilité douce, donc SCOT et urbanisme opérationnel, appui à l'évolution et à l'élaboration des PLU de 4 communes. Service ADS qui instruit pour 37 communes du territoire, donc 1501 dossiers traités, soit 1187 équivalents permis de construire. Au tourisme, 2,6 millions de nuitées en 2023, soit plus 7,3% par rapport à 2022. Et donc 581 000 € de taxes de séjour, soit plus 11,5%. 17 500 visiteurs accueillis en bureau d'information touristique ou en mobilité. 44 animations organisées pour 1058 participants. Voilà les principaux points de ce rapport présenté par le président d'agglomération lors du conseil communautaire du 30 septembre 2024. Voilà, si vous souhaitez plus de détails, faites-nous passer vos demandes, nous les transmettrons à l'agglomération et nous ferons passer les éléments complémentaires. Donc ce rapport ne se vote pas, on prend juste acte qu'il a été présenté. Donc on prend acte. Est-ce que quelqu'un est contre le fait qu'on prenne acte et qu'il a été présenté? Est-ce que quelqu'un s'abstient? Je vous remercie. Donc on prend acte qu'il a été présenté. Voilà, donc on revient maintenant au dossier numéro 1. Le dossier numéro 1 que j'ai ici. Voilà. Donc il s'agit d'approuver une convention entre l'armée, l'Audun-l'Ardoise et la communauté d'agglomération du Garot-Daniens, jointe en annexe à la convocation du conseil municipal. Je remercie le colonel Chabot, chef de corps du 1er régiment de génie, pour sa présence parmi nous aujourd'hui, et je vais lui laisser la parole pour présenter cette convention. Donc, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, les conseillers municipaux, donc pour rapidement présenter cette convention qui serait signée entre le 1er régiment étranger de génie, donc qui est stationné à l'Ardoise pour ceux qui ne le savent pas, la commune de l'Audun, donc qui est notre commune de garnison, et également la communauté d'agglomération du Garot-Danien. Cette convention qui fait suite à une demande du ministre des Armées et qui vise à officialiser un certain nombre de relations et d'actions qui sont déjà entreprises entre le régiment et la commune et également la communauté d'agglomération, et qui vise à développer les liens qui existent entre le régiment, l'unité et son lieu de stationnement et son lieu de vie. Donc c'est une convention qui vise à
enfin, qui vise des bénéfices mutuels pour le régiment et pour la commune, notamment sur le développement des liens entre le lien entre les armées et la nation, le devoir de mémoire, la participation à l'éducation de la jeunesse, la participation citoyenne, etc. Donc tous des types d'actions qui sont déjà menées par le régiment au profit de la commune, notamment à l'occasion des fêtes patriotiques et autres, qui vise également à favoriser l'insertion du personnel du régiment et des familles dans les communes de la garnison et dans les communes de l'agglomération, et qui vise également à prendre en compte un certain nombre de problématiques qui concernent les transports, l'accueil des enfants, la scolarisation, l'emploi des épouses, etc. Donc un certain nombre de points sont évoqués dans la convention qui sont déjà mis en œuvre en entente parfaite avec Monsieur le maire et puis avec l'agglomération. Ça vient entériner en fait ces relations et leur donner un caractère officiel. Il faut savoir que c'est une demande assez forte du ministre pour lequel on serait précurseur, puisqu'il n'y a pas encore de conventions qui ont été signées dans le département avec toutes les unités militaires qui y sont stationnées, mais même dans la région. Voilà, donc une convention qui ne chamboule pas les choses, mais qui vient officialiser les liens entre le régiment et sa garnison, et tout particulièrement la commune de Laudun-l'Ardoise. Voilà, monsieur le maire. Merci mon colonel. Donc merci pour votre intervention claire sur les relations entre le régiment et les collectivités. Aujourd'hui, plus particulièrement entre le premier régiment étranger de génie et l'Audun-l'Ardoise et l'agglomération du Garaud-Dagnien. Nous sommes évidemment d'accord pour signer cette convention pour la bonne raison qu'elle formalise ce que nous faisons déjà depuis longtemps. Le partenariat entre la ville et son régiment ne date pas d'hier et nous sommes très fiers d'accueillir à l'Audun-l'Ardoise le premier aigle qui vient de fêter ses 40 ans au mois d'octobre. Nous étions évidemment à vos côtés pour fêter cet événement important. Nous avons tissé des liens forts depuis toutes ces années et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous les chefs de corps qui se sont succédés et avec qui j'ai eu de très bons rapports. Le régiment, c'est environ 1000 hommes, toujours très proche de notre commune et prêt à nous prêter main forte en cas de besoin. Je rappelle que le premier régiment étranger de génie a été rapidement sur place pour aider les habitants de la commune avec des moyens importants pour faire face aux inondations importantes qu'a subies le bourg de l'Ardoise. C'est aussi un très bon relais de transmission des valeurs fondamentales qu'on a tendance à oublier dans notre société moderne, où le chacun pour soi prédomine malheureusement trop souvent. C'est aussi, et j'insiste sur ce point, parce qu'il est remarquable selon moi, un très bon modèle d'intégration, avec je crois plus de 70 ou 80 nationalités qui se côtoient, cohabitent et forment un collectif soudé. Parce que la réussite d'une mission passe par le collectif et nécessite une cohésion solide entre les soldats. Il y a aussi l'esprit d'ouverture que la Légion a su mettre en avant depuis toutes ces années et qui fait que nous travaillons ensemble et que chacun peut apprendre de l'autre. Le premier aigle est présent à chacune de nos commémorations, comme vous l'avez dit, et leur donne un éclat tout à fait particulier. Nous avons aussi suivi avec beaucoup d'intérêt et apprécié l'exercice Rubicon dans les rues de notre commune, exercice qui a eu un accueil bienveillant auprès de la population. Nous sommes nous aussi évidemment toujours là pour faciliter la vie du régiment, de ses soldats et de leurs familles quand ils en ont besoin. Il est très important évidemment que ces familles trouvent leur place à l'Audun-l'Ardoise. C'est l'esprit de ce que nous faisons ensemble depuis longtemps et c'est l'objet de cette convention qui n'a d'autre but que de formaliser les liens que nous avons tissés. Mon colonel, sachez que nous sommes particulièrement attachés à votre régiment et à vos hommes. Nous sommes reconnaissants pour les missions que vos hommes et vous réalisez en France et dans les diverses opérations à l'étranger, dans des conditions parfois très difficiles, quelquefois au péril de vos vies. Mon colonel, encore merci à vous et à tous vos hommes. Bien, nous allons maintenant passer au vote pour l'approbation de cette convention. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Merci encore. Donc ça, la signature, bien sûr, avec la commune, c'est très important parce que c'est la première étape. J'ai été à
l'agglomération aujourd'hui pour présenter au président d'agglomération. Et donc la même convention sera soumise au conseil communautaire devant les maires donc le 9 décembre et un vote solennel de l'ensemble de l'agglomération le 16. Et après le 16, on sera en mesure de faire une signature officielle avec la préfecture et la base de défense et vous-même, monsieur le maire, moi-même et le président de l'agglo. Voilà, pour officialiser cette convention. Merci à tous. Merci à vous. Bien, donc nous passons maintenant au point numéro 3, je crois. Voilà, donc ressources humaines, autorisation de recrutement des vacataires. Donc il est possible de recruter des vacataires si 3 conditions sont réunies, donc recrutement pour exercer un acte déterminé, recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l'établissement public et rémunération donc attachée à l'acte. Donc la collectivité souhaite pouvoir recruter des vacataires selon les besoins uniquement pendant le temps scolaire pour effectuer en complément des agents titulaires et contractuels formant les équipes pérennes les tâches suivantes, donc faire l'appel des enfants dans la cour, servir les repas aux enfants et donc nettoyer la cantine. Voilà. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non, pas de questions. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc on passe maintenant au point numéro 4. Modification du tableau des effectifs du personnel communal. Donc on le fait presque à tous les conseils municipaux maintenant. Il s'agit du toilettage du tableau des effectifs. Il convient aujourd'hui de supprimer 17 postes au tableau effectif emploi des personnels titulaires, donc qui est annexé donc à la convocation du conseil municipal. Voilà, notamment donc à la suite des avancements de grade de l'année 2024, afin que celui-ci soit le plus sincère possible. Voilà, on préfère donc créer des postes, faire le passage donc des grades, enfin, avancer de grade, et puis derrière supprimer tout de suite pour qu'on ait un tableau des effectifs qui soit vraiment sincère. Voilà, donc ce sujet a été présenté au comité social technique de l'Aude-l'Ardoise et a fait l'objet d'un avis favorable. Y a-t-il des remarques? Donc pas de remarques, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et nous passons au point numéro 5, ressources humaines, présentation du rapport social unique de la commune. Manon Crozier. Bonsoir. Alors, considérant que le rapport social unique doit être présenté annuellement au conseil municipal, considérant que ce rapport est un outil de pilotage permettant d'assurer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, Monsieur le maire explique que le rapport social unique constitue un outil indispensable pour une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein des collectivités et établissements publics. Il indique qu'en conformité avec la réglementation en vigueur, ce rapport offre une vision claire et détaillée de la situation sociale de la collectivité ou de l'établissement public, intégrant des données sur les effectifs, les rémunérations, les conditions de travail et les actions de formation. Il permet d'identifier les besoins et les priorités pour l'année à venir afin de garantir une gestion efficace et transparente des ressources humaines. Il précisait que la présente délibération vise à approuver ce rapport et à le mettre à disposition de tous les membres de l'Assemblée délibérante tel que prévu par la réglementation. Il est donc proposé à l'Assemblée d'approuver la présentation faite du rapport social unique et d'approuver donc et de le mettre à disposition des agents. Alors je vais vous rappeler les principaux points. Tout le monde l'a reçu? Allô? Oui, il était dans la convocation. Normalement, tout le monde l'a reçu. Il ne me répond pas. Donc ces informations, donc j'ai une synthèse qui a été réalisée donc par les informations qui ont été transmises au centre de gestion du Gard. Donc en 2023, au 31 décembre, il y avait donc 111 agents employés par la collectivité, donc 81% de fonctionnaires. La répartition des agents, on a à peu près environ 58% de femmes, 42% d'hommes, 89% de catégorie B. Je balaye grandement, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Répartition ensuite au niveau de la pyramide des âges, on a un peu plus de 50 agents qui ont plus de 50 ans. On a 104,87 agents en équivalent temps plein rémunérés, donc la majorité en catégorie B, ça je vous l'ai déjà dit. Au niveau des mouvements, il y a eu 36 arrivées d'agents permanents et 37 départs. Pour l'évolution professionnelle, il y a eu 42 avancements d'échelon et 12 avancements de grade. 2 sanctions disciplinaires de premier groupe en 2023.
Ensuite, les charges de personnel représentent 54,42% des dépenses de fonctionnement. Et en moyenne, il y a 34,2 jours d'absence pour tout motif médical en 2023 par fonctionnaire. Pour les accidents de travail, il y en a eu 7 déclarés en 2023. La commune compte 10 travailleurs handicapés employés sur emploi permanent. Concernant la prévention et risques professionnels, il y a eu 12 jours de formation liés à cette prévention et la commune a dépensé 8 390 € pour ces formations. Pour la formation de tout type, c'est 61% des dépenses de formation au CNFPT et 78,7% des agents permanents ont suivi une formation. Et la collectivité ne participe pas encore à la complémentaire santé des agents. Et les relations sociales, il y a eu 156 jours de grève recensés en 2023 et 3 réunions de CST dans la collectivité. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, pas de questions. Alors, je ne sais pas si on le vote, ça. On le vote ou on prend acte ? Si, on le vote. On le vote ? Oui, parce qu'on doit approuver. Ok, donc du coup... Pour le mettre à disposition. Très bien. Donc pour l'approbation du rapport social unique de la mairie de Laudun-la-Doise. Pour l'année 2023. Pour l'année 2023, y a-t-il des personnes qui sont contre ? Des abstentions ? La question est adoptée. Et donc, nous passons à quel point ? C'est le point numéro 6, ressources humaines. Règlement de formation et prise en charge des frais. Manon Crozier. Je ne vais pas tout lire. Allez, on y va. Ah non, mais je... Bien, donc nous souhaitons mettre en place un plan de formation pour la montée en compétences et le maintien des compétences des agents dans leur domaine d'activité. Pour cela, nous avons tout d'abord élaboré un règlement de formation qui est la clé de voûte du dispositif. C'est l'organisation du droit à la formation pour les agents et qui tient compte des entretiens professionnels, des besoins liés aux objectifs qui sont fixés notamment dans ces entretiens, qui tient compte également de l'enveloppe budgétaire communale allouée à la formation des agents et notamment les remboursements des frais occasionnés quand ils ne sont pas pris en compte par le CNFPT qui est un organisme de formation obligatoire auquel nous cotisons. Voilà, donc une somme d'argent sera bien entendu prévue au budget pour compléter l'offre de formation du CNFPT vers d'autres formations nécessaires. Ce document a le mérite de clarifier les choses et de mieux être organisé pour la formation du personnel. Voilà, donc globalement, c'est un document qui est très important et qui va nous permettre de mieux travailler en termes de formation du personnel à Laudun-l'Ardoise. Ce sujet donc a été présenté au comité social technique de Laudun-l'Ardoise et a fait l'objet d'un avis favorable. Donc c'était la semaine dernière, je crois. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote qui est contre, qui s'abstient. La question est adoptée. Et nous passons au dossier numéro 7, ressources humaines, instauration et participation à la PSE. C'est quoi la PSE ? Participation sociale de l'employeur, prévoyance. Rapporteur, Jocelyne Moscato. Bonsoir. Vu le Code général de la fonction publique, notamment ses articles L 827-1 et suivants, vu le décret numéro 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents. Vu l'avis favorable du comité social territorial réuni en date du 15 novembre 2024, considérant que la réforme de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, initiée par le décret 2011-1474, complété par l'ordonnance 2021-175, puis par le décret 2022-581, rend obligatoire pour l'employeur une participation pour le risque prévoyance à compter du 1er janvier 2025. Considérant que la participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires actifs et retraités et que sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires actifs ou retraités attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues ou vérifiées dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence.
Le maire propose à l'Assemblée, à compter du 1er janvier 2025, d'instituer les modalités de participation à la protection sociale complémentaire dans le cadre d'une procédure de labellisation selon un montant mensuel de participation en matière de prévoyance fixé à 7 € par agent. Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, décide d'instituer, à compter du 1er janvier 2025, la participation à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance et d'en fixer l'application conformément aux dispositions législatives et réglementaires à 7 € mensuels par agent. Précise que Monsieur le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous passons au dossier numéro 8, association adhésion de la commune à l'association Commune Solidaire SRU. Et c'est Jean-Luc Cagnos. L'adhésion à cette association a déjà fait l'objet d'une délibération en date du 21 mai 2024, numéro 2024-0504. Pour assurer une concordance avec la gestion des documents administratifs, l'association propose que les communes qui avaient délibéré avant le 9 septembre 2024 puissent délibérer à nouveau. Cette association, loi 1901, à but non lucratif et d'intérêt général, regroupe exclusivement des collectivités locales et a pour objet de rassembler des collectivités locales à des établissements publics qui partagent à son objet social, à savoir promouvoir, défendre ou mener toute action de quelque nature qu'elle soit, de nature à permettre ou favoriser une révision de la loi 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, SRU, en particulier son article 55 codifié notamment aux articles L 302-5 et suivants du Code de la construction et de l'habitation qui impose à certaines collectivités de disposer de plus de 20% de logements sociaux. À cette fin, l'association peut notamment porter toute revendication, toute pétition ou encore toute manifeste susceptible d'aboutir à cette révision, organiser et participer à des colloques, séminaires, conférences, débats, etc. Effectuer tout recours gracieux ou contentieux devant toute juridiction qui serait nécessaire pour aboutir à son objectif. Prendre plus généralement toute position publique et engager toute action conforme à son objet social. Elle ne poursuit aucun but lucratif, politique ou religieux. Au regard de la problématique posée par la loi SRU et les incohérences qu'elle recèle dans son application, il est de l'intérêt de la commune d'adhérer à cette association transpartisane. L'adhésion donne lieu à une cotisation annuelle d'un montant de 200 €. Le Conseil d'État, dans un avis du 11 mars 1958, a reconnu aux personnes morales le droit public et notamment aux communes le droit d'adhérer à des associations au même titre que les personnes physiques sous réserve que l'objet poursuivi à ces associations réponde à un intérêt communal. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'adhérer à l'association Commune Solidaire SRU, désigne Monsieur le maire pour le représenter en tant que titulaire au sein des diverses instances de l'association, ainsi que Madame Manon Crouzier, première adjointe en tant que suppléant, et de l'autoriser à signer les différents actes nécessaires à cette adhésion, d'inscrire chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle de la commune. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc bon, cette association a été montée par rapport à justement aux problématiques donc de respecter ce 20% de logements sociaux qui devient de plus en plus difficile d'ailleurs avec les nouvelles règles concernant la loi justement climat et résilience et le ZAN qui arrive aussi. Donc il y a des travaux qui sont en cours au Sénat et on est en liaison donc avec le Sénat sur ce sujet. Voilà, donc donc il n'y a pas de commentaire. Donc procède au vote alors. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous passons au dossier numéro 9. Urbanisme,
rapport triennal artificialisation, justement. Mélina Joly. Bonsoir. La loi Climat et Résilience prévoit l'obligation de rédiger un rapport triennal sur l'artificialisation des sols. Ce premier rapport est attendu dans les 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi, soit cette année. Le rapport prend en compte de la mesure dans laquelle les objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols sont atteints. Jusqu'en 2031, le rapport fait état de la consommation, et non de l'artificialisation des sols, d'espaces naturels, agricoles et forestiers exprimés en nombre d'hectares et prendra soin de différencier les consommations par type d'espace, les différencier en pourcentage au regard de la superficie du territoire couvert et de justifier les projets consommateurs d'ENAF à partir de janvier 2021. Sur le même territoire, le rapport pourra préciser la transformation d'espaces urbanisés ou construits en ENAF en cas de renaturation. Le rapport présenté en conseil municipal a été élaboré suivant la trame pré-remplie disponible sur le site internet du gouvernement, Mon diagnostic artificialisation. Vu le décret numéro 2023-1096 du 27 novembre 2023 et notamment son article 3, considérant que sur la période de 2011 à 2022, 40,7 hectares ont été consommés, dont 2,7 hectares en 2022. Considérant qu'au cours des 12 dernières années, la consommation d'espace a majoritairement été affectée à l'habitat, excepté pour l'année 2015 où l'activité représente 4,9 des 6,7 hectares consommés. Considérant que depuis 2011, on constate cependant une baisse générale de la consommation, malgré une consommation en dents de scie au fil des années, de 7,5 hectares en 2011 à 2,7 en 2022, avec un pic de 2,7 en 2015, expliqué par la création d'activités. Ainsi qu'un pic en 2020 avec 5,8 hectares, mais dont 1,4 a été consommé pour la création de routes. Les années 2012, 2017, 2018 et 2019 sont par ailleurs environ 1,4 hectares consommés. Considérant que l'Hôtel Ardoise a une superficie de 34,19 km², la consommation d'espace proportionnelle à la superficie du territoire reste moindre, atteignant seulement 3 fois en 12 ans les 2 pour 1000. En 2021 et 2022, la commune est aux alentours de 0,6 pour 1000. Mais aussi en comparaison avec les communes environnantes, la consommation proportionnelle d'espace de l'Hôtel Ardoise et des territoires similaires entre 2011 et 2022 reste dans la tendance globale en suivant la courbe de consommation proportionnelle des communes voisines. Considérant qu'au 1er janvier 2022, 11% de la commune est urbanisée. Considérant que la commune hérite d'un PLU ancien, dont une partie pour le bourg de l'Audin a été révisée le 9 juin 2011, mais la partie du bourg de l'Ardoise date du 13 janvier 2007, ainsi que de nombreux secteurs en extension de l'enveloppe urbaine sont donc ouverts actuellement sans tenir compte des objectifs de réduction de la consommation des espaces urbanisés en extension urbaine. Considérant toutefois que l'Audin est un des 3 pôles de la communauté d'agglomération du Garonne-Agnien, qu'elle a une place prépondérante de manière économique et que la consommation des ENAF observées passe principalement par l'augmentation de construction à destination d'habitation. Par ailleurs, le PADD est inchangé depuis le 18 juillet 2003. Il a seulement fait l'objet d'une modification lors de la déclaration de projet valant modification du PLU pour la création du lotissement de Canet-Cordier en 2019. Considérant qu'une révision générale du PLU a été lancée par délibération du Conseil municipal numéro 2023-0605 du 13 juin 2023, afin d'intégrer les nouveaux enjeux économiques, écologiques et paysagers de la commune, sur le prisme notamment de la densification et du renouvellement des formes urbaines pour le développement urbain. Celui-ci devra concilier au travers du PLU révisé les ambitions démographiques de la ville, le respect de l'identité de petite ville et les contraintes de maîtrise de la consommation foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols, découlant des principes du ZAN à l'horizon 2050 et d'une diminution par 2 de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers pour la première période décennale de la loi, soit à l'horizon 2031. Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, décide d'émettre un avis favorable au rapport, de préciser que le rapport et l'avis du conseil municipal feront l'objet d'une publication dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L 2131-1 du CGCT. Merci. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques, donc nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous sommes maintenant au dossier numéro 10, urbanisme, dénomination de voie privée. Jacques Courret. Bonsoir. La commune souhaite délibérer pour nommer par anticipation les futures voies privées du lotissement autorisé en date du 22 août 2023 au lieu dit Suc et Pradel à l'Ardoise.
En effet, les travaux du permis d'aménager ont débuté, mais les voiries ne sont pas encore finalisées. Toutefois, les gestionnaires des réseaux nécessitent un adressage. Aussi, à la demande du lotisseur, le SNC Foncier Conseil, il est proposé au conseil municipal de dénommer les voies concernées et décrites ci-après par anticipation. Le conseil municipal ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité, des membres présents décident de procéder à la dénomination de 4 voies de la commune, conformément à la liste détaillée jointe en annexe de la présente délibération, de valider les noms attribués à ces 4 nouvelles voies. Impasse du Carignan, numéro 1 au plan, impasse du Roussanne, numéro 2 au plan, impasse du Cinsault, numéro 3 au plan, passage des Cépages, numéro 4 au plan. De valider la dénomination avenue Cameron du prolongement de la voie nommée avenue Cameron. De charger Monsieur le maire et ou son adjointe déléguée à l'urbanisme de procéder à la numérotation des immeubles de ce secteur. D'autoriser Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci Jacques. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au dossier numéro 11. Donc urbanisme, cession, procédure d'aliénation d'un ancien chemin rural désaffecté. Mélina Joly. Par arrêté municipal urbain numéro 2023-0101 en date du 30 janvier 2023, le maire de la commune de Londres-Ardoise a ordonné l'ouverture d'une enquête publique relative au projet d'aliénation d'une partie du chemin rural dit de Saint-Léger, situé après le 142 chemin de Saint-Léger à Méran, en vue de sa cession à M. Dumont. Considérant que l'enquête publique s'est déroulée du 23 février 2023 au 9 mars 2023 inclus, que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec réserve que le droit de passage figurant sur l'annexe 1.3 du rapport soit maintenu, qu'il résulte de l'enquête publique et du rapport du commissaire enquêteur que la portion concernée du chemin rural a cessé d'être affectée à l'usage du public dans la mesure où le chemin ne dessert que la propriété de M. Dumont, considérant toutefois qu'il ressort de l'enquête publique que la parcelle de M. Dumont est grévée d'une servitude de passage au profit de plusieurs parcelles, que le périmètre de la zone aliénée défini dans le dossier d'enquête ne permettrait plus d'assurer le droit de passage mentionné en cours d'enquête par un intervenant, que la création d'un droit de passage complémentaire sur la partie aliénée devra nécessairement être constituée. Considérant par ailleurs que les 2 mois à compter de l'ouverture de l'enquête se sont écoulés sans que les personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association syndicale autorisée pour se charger de l'entretien du dit chemin. Considérant par suite la procédure d'aliénation a été poursuivie et qu'ainsi la délibération du conseil municipal 2024-0310 a été notifiée aux propriétaires riverains afin de leur donner la possibilité d'acquérir le chemin concerné au prix fixé par le service des domaines de la DGFiP. Le conseil municipal a approuvé la dite délibération du 12 mars 2024, la désaffectation et l'aliénation de cette portion. Considérant toutefois que les documents de bornage et de division parcellaire ci annexés font porter la cession à 266 m² et non à 225 m², comme indiqué dans la précédente délibération. Ainsi, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par la présente délibération, sans qu'il y ait cependant lieu de délibérer à nouveau sur la désaffectation. Considérant que M. Dumont, riverain du chemin concerné, a manifesté par lettre du 8 avril 2024 sa volonté d'acquérir la parcelle du chemin concerné pour 15 € du m². Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, approuve l'aliénation à M. Didier Dumont d'une portion de chemin rural de Saint-Léger, conformément au plan annexé en vue de sa cession pour une contenance de 266 m². Fixe, conformément à l'avis du service pour l'évaluation domaniale du Gard de la DGFiP, en date du 18 janvier 2024, le prix de cession de la portion à 266 m² du chemin rural de Saint-Léger à 15 € du m², soit un montant de 3 990 €, et que l'ensemble des frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Donne tout pouvoir à Monsieur le maire et ou son adjointe déléguée à l'urbanisme pour signer tous les actes devant notaire nécessaires à l'aboutissement de la cession. Merci Mélina. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée
Et donc nous sommes au dossier numéro 12, foncier, acquisition de terrain au titre de la voirie Canet et Cordier. Michel Agnel. Bonsoir à tous et à tous. Donc, la commune de Laudun-l'Ardoise a engagé une réflexion d'ensemble depuis la déclaration du projet Canet-Cordier, permettant la création du lotissement du même nom, visant à prévoir un cheminement doux depuis le lotissement jusqu'à la rue Chateaubriand, afin d'intégrer pleinement le secteur au tissu urbain existant, donnant sur la rue Chateaubriand. Ce cheminement sera délimité au nord par les clôtures des habitations existantes et au sud par des clôtures créées en panneaux de rigide de 2 mètres de hauteur. Il nous faut maintenant acquérir auprès de la SCA Laudun-Chusclair-Vigneron la partie de la parcelle BX 173 à détacher est propriétaire d'une surface d'environ 450 mètres carrés au prix entendu de 10 € le mètre carré. Les frais de géomètre seront bien entendu à la charge de la commune de Laudun-l'Ardoise. Il s'agit d'autoriser le maire à signer cette vente et à intégrer la parcelle dans le domaine public. Merci Michel. Donc c'est 454 mètres carrés, c'est ça? Y a-t-il des remarques? Oui. Monsieur Lafont, allez-y. C'est bon. Merci. Merci, monsieur le maire. Bonsoir tout le monde. Une petite question par rapport à ce chemin qui va desservir entre Canet-Cordier et Chateaubriand. Il sera sécurisé, il y aura de l'éclairage, il y aura un revêtement spécifique. Parce que si c'est un chemin qui est en terre ou simplement clapissette, derrière, il va y avoir de l'entretien. Et comme l'entretien, c'est pas trop le fort à l'heure actuelle sur la commune, donc si c'est pour remettre encore des endroits où il faut entretenir régulièrement pour pouvoir faire passer les gamins et qu'il y a de l'herbe, ce ne sera pas trop le top non plus, quoi. Qu'est-ce que vous comptez y faire, hein? On a plusieurs devis en cours, donc on attend un peu pour savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme revêtement au sol déjà. Éclairage, je ne pense pas. Après, sécurisé, oui, il y aura un portail à la sortie. Donc on ne pourra pas passer à moto, ou voilà, ce sera que piéton ou PMR. Voilà, au fait, le but aujourd'hui, c'est d'acquérir cette parcelle parce que il a fallu d'abord qu'on s'entende sur le sujet. Ce n'était pas simple, mais il y a longtemps qu'on voulait justement qu'il y ait un passage doux entre les deux. Donc aujourd'hui, on en est juste à cette acquisition. On n'a pas encore évidemment le projet adéquat, mais voilà, le but évidemment, comme le dit Michel, c'est des placements doux et on va voir un petit peu comment on l'articule. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas encore les projets, mais en tout cas, on va relier les deux. Donc les deux, enfin, le lotissement et la Chateaubriand pour que justement les gens puissent se déplacer et aller sans danger vers, par exemple, le marché ou le centre-ville. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vu en hiver, vu les horaires où il fait nuit très tôt, si vous allez sur un cheminement comme ça, je ne pense pas que vous aurez beaucoup de monde si ce n'est pas éclairé, quoi. Donc à minima, j'espère qu'il y aura un jalonnement à l'heure actuelle. Il existe sur des panneaux solaires de l'éclairage qui se fait à moindre coût. Donc ce serait peut-être la solution à apporter aussi. Et en matière de revêtement, je reconnais qu'il faut désartificialiser les sols, mais ce sera un endroit où on n'ira pas souvent, je pense. Donc pour pouvoir entretenir, ce sera quand même la galère. Vous n'allez quand même pas demander aux propriétaires voisins d'entretenir au droit de chez eux dans ces cas-là. Donc ce sera à la commune d'entretenir, en sachant qu'automatiquement derrière, si vous mettez automatiquement du bicouche, ça va faciliter les pousses des herbes. On le voit sur le chemin du Boulas et au Joseph-Antoine Meyer. Si vous mettez de l'enrobé, certes, vous allez étancher le sol, mais à mettre un minimum de revêtement, géotextile et autres, de toute façon, ce qui n'est pas d'entretien, quoi. Parce qu'il faut penser aux agents aussi, quoi, derrière. Voilà, merci. Tout à fait, mais tout ça est posé et sera posé justement dans la décision finale du projet qui sera retenu. Voilà, après, ça, rien n'empêche aussi, s'il n'y a pas d'éclairage au début, qu'il y en ait un peu plus tard. Hein, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de relier les deux endroits
Et puis ensuite, de voir évidemment le meilleur compromis, en tout cas déjà tout de suite, et puis ensuite comment on peut le faire évoluer. Mais bon, les problèmes d'entretien, vous savez, monsieur Lafont, il y en a un petit peu partout, il n'y en a pas qu'ici. Voilà, maintenant qu'on n'a plus évidemment possibilité de désherber, c'est évidemment plus compliqué pour tout le monde. Oui, je reprends la main. C'est juste que, vu le passage, vous allez faire certainement une largeur de 3 mètres, si je présume, pas plus. Donc si déjà il y a des travaux d'enfouissement de réseau simplement pour poser des gaines, c'est maintenant qu'il faut en profiter parce qu'après vous n'allez plus rentrer dedans. Après, comme on l'avait dit, je ne veux pas présumer de ce qui va se passer, mais ça peut être aussi de l'éclairage solaire, voilà. Ça peut être ça. Donc rien n'est interdit. Voilà. Merci bien pour vos commentaires. Y a-t-il d'autres remarques? Pas d'autres remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au dossier numéro 13. Donc il faut aussi acquisition de terrain au titre de la voirie Mélina Joly. Considérant le courrier de M. Christophe Aldier, représentant de la société Opus Développement, dont le siège est situé 31 avenue de Castelnau à Montpellier, en date du 20 septembre 2024, confirmant son accord à vendre à l'euro symbolique la parcelle dont Opus est propriétaire sur la commune de Laudun-l'Ardoise et qui ne constitue pas des terrains à bâtir, mais une portion de voirie. Considérant la nécessité pour la commune d'acquérir cette parcelle, cadastrée BX 99, afin de régulariser une situation de fait, puisque cette parcelle est actuellement constitutive d'une portion de la rue Montaigne ouverte à la circulation générale, mais appartenant encore à la société Opus Développement. Le conseil municipal, après en avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, confirme se porter acquéreur de la parcelle BX 99, située rue Montaigne, pour une superficie d'environ 33 mètres carrés, fixe le prix d'acquisition au prix d'1 euro symbolique, prend en charge les frais de géomètre et de notaire inhérents à son acquisition, donne tout pouvoir à M. le maire et ou son adjoint délégué à l'urbanisme pour signer devant le notaire tout acte de vente et d'achat nécessaire à l'aboutissement de l'acquisition de la parcelle BX 99 pour régularisation de l'emprise publique. Intègre la parcelle BX 99 concernée dans le domaine public et inscrit les crédits suffisants au chapitre 21 du budget 2025 de la commune, section investissement. Merci Mélina. Des remarques, des commentaires? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et donc nous passons au dossier 14. Aménagement du territoire en périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. Encore Mélina Joly. La loi du 2 août 2005, modifiée par la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a donné aux communes la possibilité de se doter d'un outil d'intervention pour préserver la diversité commerciale de leur territoire et permettre le maintien de commerces de proximité. Conscient de l'opportunité que représente ce nouvel outil, il est demandé au conseil municipal d'engager une réflexion en vue d'envisager d'instaurer la procédure de droit de préemption permettant à une commune de se porter acquéreur prioritaire sur les aliénations de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux, de terrains destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m². Toute cession de fonds de commerce, de fonds artisanaux, de baux commerciaux et ou de terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial, inscrite dans un périmètre de sauvegarde délimité par le conseil municipal, devra être subordonnée, sous peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le cédant à la commune, qui disposera alors d'un délai de 2 mois pour se porter éventuellement acquéreur. Afin de pouvoir bénéficier du droit de préemption précité, la commune doit déterminer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat accompagné d'un rapport analysant le commerce et l'artisanat de proximité. Conformément à l'article R214-1 du Code de l'urbanisme, les éléments relatifs au rapport analysant le commerce et l'artisanat ainsi que le périmètre identifié ont été soumis pour avis aux chambres consulaires. Comme le prévoit la réglementation, ces dernières disposent d'un délai de 2 mois pour émettre leur avis, délai au-delà duquel leur avis est considéré comme favorable. Sollicités par courrier en date du 9 août, les chambres consulaires ont apporté une réponse favorable à la mise en œuvre de ce droit de préemption commerciale qui permettra à la commune de pouvoir rester en veille et anticiper les mutations de son appareil commercial et artisanal. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de l'urbanisme, vu le rapport d'activité commerciale si annexé, vu le plan de périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, ainsi que le rapport d'analyse sur le secteur, vu l'avis de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard en date du 26 août 2024, vu l'avis de la Chambre de commerce et d'industrie du Gard en date du 3 octobre 2024, considérant que le périmètre est justifié dans le centre-bourg, délimité par les zones
UA et UFB du PLU, ainsi qu'un linéaire en entrée de ville regroupant l'essentiel du commerce de proximité et souligne des secteurs stratégiques, considérant que l'instauration du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité répond aux objectifs communaux, appuyer le rôle de pôle économique de l'Audun-l'Ardoise au sein du territoire du SCOT, développer des activités économiques et diversifiées, maintenir l'offre commerciale, maintenir les emplois locaux afin de maintenir le taux de chômage plus faible que celui du département et de l'intercommunalité. Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents, approuve la création d'un périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, tel que défini par le plan joint au rapport, décide d'instituer le droit de préemption commerciale sur les fonds artisanaux de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1000 m², autorise Monsieur le maire et son adjoint délégué à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire et aux affaires foncières à procéder à toutes les mesures de publicité nécessaires afin de porter ce périmètre et les formalités qu'il implique à la connaissance de toute personne intéressée, et d'exercer au nom de la commune le droit de préemption défini par les articles L214-1 du Code de l'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article 2122-22 du CGCT. Merci. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Nous passons au dossier numéro 15, scolaire, modification du règlement intérieur des garderies et des études surveillées. Jennifer Chapifort. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2020-0722 du Conseil municipal en date du 16 juillet 2020, portant sur la modification du règlement intérieur des garderies et des études surveillées, portant sur le délai maximal accordé aux parents d'élèves pour fournir un certificat médical afin de prétendre à un remboursement en cas d'absence à la garderie et études surveillées, ce délai passe à 15 jours. Vu la délibération numéro 2020-12-07 du Conseil municipal du 16 décembre 2020, portant sur la modification du règlement intérieur des garderies et études surveillées, portant sur le paiement de la garderie du matin, considérant la nécessité d'appliquer à compter du 16 novembre 2024 la possibilité à une personne mineure 12 ans minimum dû mandater à récupérer un enfant aux garderies du soir et études surveillées avec la présentation de son titre d'identité, considérant la possibilité à un parent de donner l'autorisation écrite à l'espace famille et loisirs afin que son enfant puisse quitter seul l'étude surveillée à 17h30, le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé et après en avoir délibéré, approuve le nouveau règlement intérieur des garderies et études surveillées tel que défini dans le projet ci-joint. Précise que le dit règlement approuvé sera mis en application immédiate et mis à disposition de toutes les familles dont les enfants fréquentent les garderies et études surveillées sur le site internet de la commune par voie d'affichage dans les écoles, à l'espace famille loisirs et via le portail famille. Merci Jennifer. Non, pas de questions. Bon. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Merci. Donc merci Jennifer. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au dossier numéro 16, finances, autorisation à monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget principal de la commune. Rapporteur Manon Crouzier. Allez, on reprend une délibération très classique. Il convient de rappeler les dispositions extraites de l'article L 1612-1 modifié par la loi numéro 2012-1510 du 29 décembre 2012 à l'article 37 du Code général des collectivités territoriales. Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement au capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Il est précisé que les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
Donc, il est proposé au conseil municipal, après en avoir délibéré, d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025 à hauteur de 25% des prévisions budgétaires 2024, hors reste à réaliser selon les détails suivants. Au chapitre 20, immobilisation corporelle, il y avait 301 887,50 € inscrits au BP 2024. Donc, il est proposé une autorisation 2025 de 75 471,87 €. Au chapitre 204, subvention d'équipement versée, il était inscrit en BP 2024 232 000 €. Il est proposé d'autoriser en 2025 58 000 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, il était inscrit en 2024 1 526 332 €. Il est proposé en 2025 381 583 €. Et enfin, au chapitre 23, immobilisation en cours, il était inscrit au BP 2024 2 125 317,74 €. Il est proposé en 2025 531 329,44 €, ce qui fait un total d'inscrits au BP 2024 4 185 537,24 € à autoriser à hauteur de 25%, donc soit 1 046 384,31 €. Merci Manon. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Donc Jean-Pierre Lafont. Pardon? Ah oui, deux. Excusez-moi, deux. Oui, excusez-moi, deux. Quand c'est comme ça, il faut lever les deux mains. Donc 2 abstentions. Et nous passons donc au point numéro 17, solidarité, subvention exceptionnelle à l'Espagne. Rapporteur Roselyne Alpini. Vu l'urgence de la situation, face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l'Espagne, la commune de Laudun-l'Ardoise souhaite participer à la solidarité nationale pour soutenir la population touchée. Le gouvernement et l'ensemble des associations humanitaires sont également mobilisés pour accompagner la population soumise à cette situation catastrophique. La commune de Laudun-l'Ardoise souhaite apporter son soutien et sa solidarité dans la mesure des moyens dont elle dispose. Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de ces inondations dans la mesure des capacités de la collectivité. Le conseil municipal, ayant entendu l'exposé et après en délibéré, décide de verser un montant de 1 000 € au secours populaire. Autorise monsieur le maire à signer tout document relatif à l'exécution de la présente délibération. Dit que les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6713 ADMG 020 du budget 2024. Merci Roselyne. Oui, il était important pour nous de réagir face aux énormes dégâts humains avec plus de 200 morts et donc les dégâts aussi matériels occasionnés par une catastrophe hors norme. Donc voilà, je pense que c'est important que notre commune soit là pour aider ces gens. Y a-t-il des commentaires? Pas de commentaires, nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et nous passons donc au dossier numéro 18, environnement, syndicat des vins, subvention 2024, rapporteur Frédéric Berne. Bonsoir. Monsieur Frédéric Berne, rapporteur, rappelle que la commune de Laudun s'est engagée depuis plusieurs années à l'accompagnement du syndicat des vins de Laudun dans ses missions de valorisation de l'appellation Laudun Côte-du-Rhône Village, par des actions de promotion et pour accession des vins de Laudun au statut de cru. Le 11 septembre dernier, le comité national INAO a reconnu Laudun comme cru. Cette reconnaissance en AOC va maintenant ouvrir à de multiples opérations et étapes de lancement pour une communication nationale soutenue. Ces événements permettent de faire vivre l'économie locale, procurent des emplois, entretiennent et préservent le patrimoine paysager essentiel pour le tourisme. Il est nécessaire de poursuivre ce partenariat avec le syndicat des vins au travers d'une aide financière afin de promouvoir des opérations locales auprès de la presse locale et nationale, conférence de presse spéciale Wine Paris 2025, masterclass Laudun,
sur découverte en Vallée du Rhône, la perspective d'un parrainage exclusif de la promotion 2024-25 du lycée de sommellerie de Tel-Hermitage, etc. Monsieur le maire propose de valider ce principe d'octroi d'une aide financière de 15 000 € au syndicat. Merci Frédéric. Et donc on va passer maintenant la parole au syndicat pour nous faire une présentation. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de la commune de Laudun-l'Ardoise, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir. Présentation des activités du syndicat des vins, intervention Vincent Verne et Hervé Roman qui m'accompagnent. Auprès du conseil municipal Laudun-l'Ardoise le 26 novembre 2024. Au sommaire, nous vous présenterons le syndicat, l'appellation en chiffres, nature et gouvernance du syndicat, ses ressources, ses dépenses. En point numéro 2, le syndicat, mission de gestion et défense de l'appellation AOC Laudun. Quelles sont ses activités? En point numéro 3, le syndicat, mission de promotion de l'appellation Laudun AOC. Pourquoi ces activités et les actions 2024 et 2025. Et un point final sur le dossier cru. Je passe la parole à Hervé Roman pour le point numéro 1. Bonjour. Donc on commence le syndicat. Donc qui sommes-nous? Donc l'appellation Laudun, en quelques chiffres, c'est 99 producteurs répartis sur dans 18 caves particulières, 6 caves coopératives et 4 maisons de négoce, sur une aire de production de 1150 hectares. Maintenant, on était sur 3000 auparavant, pour 20 000 hectolitres de production, ce qui correspond à environ 2,5 millions de bouteilles. Fait marquant, notre principale force, c'est le blanc. Laudun est la principale appellation en blanc en valeur relative de la vallée du Rhône méridionale, avec 6750 hectos de blanc. En effet, Laudun produit 31% de blanc sur son territoire, contre 69% de vin rouge. La nature et la gouvernance du syndicat. Donc, le syndicat est un organisme à but non lucratif dont les statuts prévoient 2 grandes missions principales qui sont toujours initiées pour le collectif des adhérents. La gestion et la défense de l'AOC Laudun et la promotion de l'AOC Laudun. Il est constitué par 99 membres qui élient un conseil d'administration de 19 membres et un bureau de 6 membres qui vont impulser les orientations de l'appellation qui seront mises en œuvre par Maxime, notre responsable du syndicat. Les ressources et les dépenses. Les ressources syndicales se composent des cotisations des adhérents qui fluctuent en fonction des récoltes et les subventions. Les dépenses syndicales se composent de la masse salariale, les frais de dépenses du label AOC Laudun, les dépenses de promotion, les frais d'agrément des vins, avec une dégustation par mois, des frais de gestion divers. Voilà. Les missions de gestion du syndicat de l'appellation Laudun. Donc, ces activités, tout d'abord les services aux adhérents. Le syndicat, par la tenue d'un point d'accueil physique et téléphonique, apporte un soutien à ses adhérents pour la compréhension, la gestion, l'analyse de leurs obligations à l'égard des réglementations publiques, à l'égard du syndicat général des instances officielles. Un appui technique et juridique auprès des vignerons. Et initiative et soutien opérationnel entre les unités de vinification, les initiatives promotionnelles en propre et celles initiées par Interrhône, la maison mère des Côtes-du-Rhône. Appui, administration du label AOC Laudun, action de veille et défense du nom, administration quotidienne du fonctionnement de la structure, portant toutes ces activités, gouvernance, vie de la structure, administration générale, relations avec l'interprofession, le syndicat général. Le syndicat procède à ses propres contrôles qualité en lien avec l'organisme indépendant et pour le dossier cru auprès des services de l'INAO et de l'organisme de contrôle Certipac. Voilà. Je vais faire un petit rappel parce que ça correspond à 14 ans de travail. Donc en 2010, nous avons lancé le projet en Assemblée générale. Puis en 2012, nous avons déposé le dossier qui a été accepté et légitimé par l'INAO. Ensuite, pendant près de 10 ans, 2 commissions d'enquête successives ont élaboré le cahier des charges, c'est-à-dire les règles d'encépagement, de vinification et d'élevage. Et
les travaux sur le parcellaire qui correspondent à un travail sur la délimitation avec le choix des terroirs, avec des parcelles qui ont été classées en crue et d'autres qui ont été déclassées en village. Ensuite, en 2023, l'enquête publique. Et en 2024, grande année très intense. Comme Frédéric l'a rappelé, le 6 février, le comité national de l'INAO à Paris a reconnu l'appellation Laudun et son cahier des charges. Au printemps, la procédure nationale d'opposition qui correspond à la gestion individuelle des appels concernant la délimitation et l'encépagement. Puis le 11 septembre, retour à Paris au comité national de l'INAO pour la validation finale de la PNO et des appels. Puis ensuite, comme toute la France, nous avons attendu un nouveau gouvernement et la nomination de ministre de l'Agriculture pour la signature finale. Et la semaine dernière, la parution enfin au journal officiel de l'arrêté d'homologation du cahier des charges de l'AOC Laudun, étape indispensable pour revendiquer la récolte 2024. Je passe la parole à Vincent. Merci pour ces applaudissements. Le syndicat de vin et la promotion de l'appellation Laudun. Donc, action de promotion. La vocation du syndicat est de favoriser la création et le développement d'opportunités commerciales sur des réseaux pertinents pour tous ses membres et accroître la notoriété de l'appellation Laudun sur ses canaux, car chaque bouteille, chaque unité de vinification sont autant de messages portant le nom AOC Laudun, diffusés en local, national et international. Il y a des effets économiques directs pour l'économie du territoire et des effets indirects en termes de notoriété du territoire en attractivité touristique. Cela représente 2,5 millions de bouteilles, donc un quart part à l'étranger, est exporté en partie au Royaume-Uni, en Asie, aux États-Unis et en Europe, notamment en Belgique, dont nous allons parler. En action 2024, les principales opérations. Laudun a été l'invité d'honneur du chapitre liégeois des Côtes-du-Rhône, Liège en Belgique, en Wallonie. Partenariat avec la baronnie liégeoise des Côtes-du-Rhône sur un week-end de fin avril 2024. L'opération portée et financée par le syndicat. 7 unités de vinification présentes à Liège avec leurs cuvées. Un salon de vente dédié aux membres de la baronnie et leurs invités, 300 environ, et à peu près 1200 bouteilles vendues. Une soirée de gala avec encore mets et vins de Laudun pour 100 convives et des contacts noués avec des amateurs de notre territoire. Au mois d'avril, à Avignon, il y a eu le Live des Côtes-du-Rhône. C'est une opération de grand public. En juillet, pendant le festival, il y a le bar à vin des Côtes-du-Rhône, hôtel de Rochegu, de rue des Trois Faucons, au siège d'Interrhône et du syndicat général. Les dégustations dominicales de juillet et août lors du marché de Laudun, ça permet un contact avec et les Laudunois et aussi les nombreux touristes qui viennent, dont notamment beaucoup de Belges. Et cette année, donc, comme Frédéric en a parlé, partenariat exceptionnel avec la promotion 2024-2025 des élèves de l'école hôtelière de Tain-l'Hermitage, avec leur venue la semaine dernière. Plusieurs rencontres sont prévues et il y aura une vingtaine de sommeliers à qui on remettra leur diplôme et nous participerons donc à la soirée de remise des diplômes et Laudun sera le nom de leur promotion. Donc on lie des contacts très intéressants avec tous ces jeunes gens qui vont porter la bonne parole auprès de nombreux établissements hôteliers de prestige. Prévision pour 2024-2025, les principales opérations. Donc nous sommes en train de la refondation de l'identité visuelle, dont la charte, le logo décliné sur nos outils de communication, qu'ils soient papier ou numérique. Conférence de presse donc, nationale lors du Grand Salon international Wine Paris en février. Par exemple, l'an dernier, en 2024, nous avons eu plus de 60 articles de presse. Une masterclass à Avignon lors de découvertes en Vallée du Rhône au mois de mars. Et nous avons entré en contact aussi avec une autre confrérie belge, aussi une confrérie belge et Côtes-du-Rhône de Gand, dans les Flandres. On risque certainement de refaire la même opération l'année prochaine. Et très prochainement, troisième concert de l'Avent des Vignerons qui aura lieu le 15 décembre 2024
à l'église Notre-Dame-la-Neuve à 17h15 pour clôturer le marché de Noël qui a lieu ce même jour. C'est une collaboration que nous avons eue avec les services de l'événement et Meuric, une collaboration fructueuse car nous sommes arrivés à travailler ensemble et à proposer ce concert qui a lieu le 15 décembre, en fin d'après-midi. Le dossier cru, donc devenir cru des Côtes-du-Rhône, c'est appartenir aux plus grandes appellations de France. Pourquoi une démarche vers le cru? Donc rapidement, les amateurs de vin sont de plus en plus exigeants sur l'origine et la qualité des vins. Donc l'appellation Laudun AOC devient la 18e crue de la vallée du Rhône. Globalement, donc, dans la hiérarchie des Côtes-du-Rhône, il y a les Côtes-du-Rhône, c'est l'appellation ombrelle, c'est l'appellation d'accès en premier lieu. Un peu plus d'exigence dans la production et dans le choix des parcelles, on passe à Côtes-du-Rhône Village. Encore un petit peu plus, il y a Côtes-du-Rhône Village avec nom géographique, où nous étions avant. Avant, nous étions donc Laudun, Côtes-du-Rhône Village. Nos voisins de Saint-Gervais, de Chusclan, d'Estésargues sont dans cette catégorie. Et les crus, Tavel, Lirac, Gigondas, Château-du-Pape, Côte-Rôtie, Hermitage, Condrieu et désormais Laudun. 3 communes gardoises, donc Laudun-l'Ardoise, Saint-Victor-la-Coste et Tresques. Bon, donc globalement, vous voyez, là c'est la photo. Normalement, il pourrait y avoir le point rouge, mais je ne sais pas si... Ah oui, voilà. Donc Laudun est là, Saint-Victor et Tresques. La Tave passe entre les villages et l'appellation Laudun correspond à la basse vallée de la Tave, les terres à vocation viticole d'excellence qui sont donc dans la basse vallée de la Tave sur ces 3 communes. Vous voyez, on voit très bien que ça fait un microclimat qui permet qui est l'origine de notre appellation. Les terroirs en AOC, il y a des hauts de vallée d'épandages caillouteux hétérogènes, des hauts de pente drainants, ici, là, voilà, en bas, là. Toutes les banquettes que nous connaissons bien, que nous voyons bien dans le camp de César. Donc les banquettes, ce sont des banquettes argilo-calcaires de hauteur favorable, voilà, du camp de César. Il y a aussi des bancs de sable, c'est surtout sur la commune de Tresques où il y a un endroit qui est très très intéressant qui a été retenu. Des galets roulés sur matrice limino-argileuse. Là, c'est le terroir bien connu qu'il y a entre Laudun et Saint-Victor. Les garrigues de Méran, les galets roulés. Et des épandages caillouteux de calcaire dur, comme nous avons à 200 mètres d'altitude au Clos de Taman, le vignoble vitrine de la cave Maison Sinaï, dans les contreforts. L'aire de production, donc, comme Hervé nous l'a dit tout à l'heure, nous étions en Côte-du-Rhône Village, il y avait 3000 hectares de vignes. Donc là, on reprend Laudun ici, Saint-Victor était là, et Tresques, donc ça correspond bien à la base vallée de la Tave. Donc il y avait 3000 hectares au départ en Côte-du-Rhône Village Laudun. Et désormais, en cru Laudun, nous avons 1150 hectares. Donc pareil, et donc vous voyez, ce sont les taches marron et vertes. Donc vous voyez où on part de orange pour arriver aux taches vertes et marron. Donc il y a eu vraiment une sélection très sévère au niveau des terroirs pour que ce soit un vignoble d'excellence, quoi. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de Laudun-l'Ardoise, merci de nous aider à défendre et promouvoir les vins de Laudun. Les vignerons sont reconnaissants de votre aide et de votre action. Cette appellation viticole locale Laudun AOC est un bien désormais reconnu et commun à notre territoire. Cela est à coup sûr un atout pour l'avenir et le rayonnement de Laudun-l'Ardoise. Merci Vincent, merci Hervé pour cette intervention. L'identité de Laudun-l'Ardoise, c'est aussi la terre, le vignoble et les viticulteurs. Et cette identité, évidemment, doit être préservée. C'est pourquoi notre commune a décidé d'accompagner le syndicat des vins de Laudun depuis qu'il s'est engagé avec tous les viticulteurs du territoire dans une démarche de qualité indispensable pour survivre et faire survivre cette identité. Cette démarche a été longue et difficile. Des sacrifices ont dû être faits depuis de nombreuses années pour bâtir ce collectif et monter ce dossier afin de préparer l'avenir. Je suis heureux que cette démarche ait enfin abouti. C'est une grande victoire pour le vignoble, la terre et les viticulteurs. Je félicite le syndicat et tous les viticulteurs, évidemment, pour le travail et la patience dont ils ont fait preuve pour être enfin récompensés. Bravo à vous. Merci au président Pélaquier, qui est dans la salle, à Vincent Berne, à toi Vincent, à Hervé et à tous les membres du bureau du syndicat et plus largement donc à tous les coopérateurs et tous les adhérents.
Merci également donc, à Philippe Pelaton pour le rôle important qu'il a joué dans ce dossier. Donc, je salue les viticulteurs qui souffrent depuis des années pour défendre leur patrimoine et celui de leur territoire. Nous avons été à leur côté avant cette démarche. Nous les avons soutenus jusque-là avec cette subvention. Nous étions à leur côté quand ils ont manifesté en janvier pour protester contre la concurrence déloyale dont ils sont victimes et nous les soutiendrons encore ensuite. Voilà. Merci encore à vous. Bien, nous allons donc passer au vote, à moins qu'il y ait des questions particulières. Pas de questions. Donc nous allons passer au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Merci pour les viticulteurs. Merci. Donc dossier numéro 19, patrimoine, demande de subvention, travaux de la maison Albert André, Aymeric Navez. Oui, bonsoir à tous. Donc en juin 2020, le conseil municipal a autorisé M. le maire à demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions dans la limite d'un projet n'excédant pas 500 000 € hors taxe. C'est pourquoi aujourd'hui, cette délibération a pour but d'autoriser M. le maire à demander l'attribution d'une subvention au-delà des 500 000 € hors taxe pour le projet de travaux de la maison Albert André. Donc le coût prévisionnel hors taxe des travaux se répartit comme suit. Donc les travaux extérieurs et l'accessibilité, 35 000 €. L'aménagement intérieur et équipement, 852 650 €. L'installation numérique, 179 000 €. Assistance de maître d'ouvrage, 150 000 €. Maîtrise d'œuvre, 90 000 €. CSPS, 2 000 € et frais d'études, 3 900 €, pour un total hors taxe de 1 316 550 €. Donc, Monsieur le maire propose de solliciter des crédits de la région et du département selon le plan prévisionnel de financement suivant. J'ai bien dit prévisionnel. Au CD 30, 526 620 €, ce qui représente 40%. À la région, 526 620 € également, pour toujours 40%. Et ensuite, la commune, 263 310 €, qui représente les 20% obligatoires. Monsieur le maire est autorisé par le conseil municipal à signer tous les documents relatifs à ces démarches. Merci. Merci Aymeric. Y a-t-il des questions, des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc nous passons au dossier numéro 20, sport, modification du règlement intérieur jeunesse. Rapporteur Aymeric Navez. Oui, donc vous avez tous eu le nouveau règlement intérieur. Donc pour le public, voici quelques exemples de modifications. Donc certains secteurs ont été supprimés pour laisser place aux 3 grands secteurs principaux qui sont l'école des sports et des loisirs, donc pour les 6-11 ans. Ensuite, le kiosque jeunesse pour les 11-17 ans. Et ensuite, le temps méridien, donc ce qui est le temps cantine. Nous avons également écouté et entendu la demande des parents concernant l'apport du certificat médical lors des inscriptions. Il est remplacé par un questionnaire à remplir avec son enfant sur sa forme physique. En revanche, dans le cas d'activités à risque, comme le ski, la plongée, le karting et d'autres que vous retrouverez dans la liste à l'article 6 du règlement intérieur, le certificat médical donc de non-contre-indication médicale reste obligatoire. Enfin, un paragraphe sur l'espace numérique est intégré dans la partie accueil jeune. Je précise que ce règlement intérieur sera affiché dans les structures et tenu à disposition des familles. Merci. Merci Aymeric. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Donc nous passons au dossier numéro 21, il me semble. Donc association, toujours une modification de règlement intérieur, mais cette fois-ci c'est celui de la salle du forum. Aymeric Navez. Oui, c'est bien ça. La dernière délibération date du 29 mai 2019. La modification d'aujourd'hui suit celle des règlements des bâtiments et équipements communaux votés au mois de juin dernier. Elle intègre la redevance incitative ainsi que dans les mesures exceptionnelles, donc le plan de sobriété énergétique, le plan sanitaire pour la Covid-19 ainsi que le plan Vigipirate. Je précise que ce règlement fera l'objet d'un affichage dans l'enceinte de la salle du forum.
Enfin, lors de toute signature de convention d'occupation, l'occupant reconnaîtra avoir pris connaissance de ce nouveau règlement intérieur. Merci. Merci Émeric. Des remarques, des observations? Pas de remarques, donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée et donc nous atteignons le dernier dossier, numéro 22, association, modification de la tarification de la salle du forum. Émeric Navez. Oui, donc tout comme le règlement intérieur, la dernière délibération date du 29 mai 2019. La tarification mariage a été supprimée suite à malheureusement de trop nombreuses détériorations, donc il n'y en a plus. Des pénalités sont retenues si le tri sélectif est non conforme et en cas de mauvais nettoyage. Les tarifs de location de la salle du forum seront affichés dans l'enceinte de l'équipement et seront disponibles au pôle association. Enfin, je précise que lors de toute signature d'une convention d'occupation d'une salle, que ce soit le forum ou une autre, le tarif de la location apparaît dans celle-ci. Merci. Merci Émeric. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. Donc nous procédons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La question est adoptée. Et donc je vais maintenant vous faire lecture des décisions du maire signées depuis le dernier conseil municipal. Donc, première décision, contrat d'assistance pour la taxe locale pour la publicité extérieure avec la société unique à gestion pour un montant de 2 400 € d'une durée de 1 an reconductible automatiquement. La deuxième, marché de travaux d'installation de pompes à chaleur dans les bâtiments communaux avec la société thermique du Midi pour un montant de 30 216 € TTC. La troisième, donc, demande de subvention fonds vert auprès de la préfecture pour travaux d'arborisation de l'espace urbain. Le coût prévisionnel des travaux serait parti avec 4 490 € pour le terrassement et 3 132 € pour les achats et travaux de plantation d'arbres. Le 4, donc demande de subvention auprès de la région Occitanie pour requalification d'une aire sportive située place du 19 mars 1962. Le coût prévisionnel des travaux serait parti donc, comme suit, donc 12 499,61 € pour le conseil régional Occitanie, donc soit 15%. Et 70 831,13 € de participation communale, donc soit 85%. La cinquième, donc, demande de subvention auprès de la région Occitanie pour la rénovation de l'aire de jeu de l'école maternelle Rollo. Coût provisionnel des travaux donc réparti à 4 500 €, soit 15% pour le conseil régional Occitanie, et 25 500 €, donc soit 85% de participation communale. La sixième, non, règlement d'honoraires au cabinet Seban Avocat d'un montant de 4 500 € TTC pour prestation de conseil sur les pubs Sucé Pradal et Pousse Martine. La septième, demande de subvention auprès de la région Occitanie pour la rénovation énergétique de l'école Georges Lapierre. Le coût provisionnel des travaux serait parti donc, comme suit, donc 5 400 € d'études, 58 607,50 € de maîtrise d'œuvre, 335 000 € de travaux de rénovation première phase en 2024, 260 000 € hors taxe de travaux de rénovation deuxième phase en 2025. La huitième, contrat de gré à gré d'exercice d'instruction des actes d'application du droit des sols avec la société AICO pour un montant de 39 960 € TTC à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 26 septembre 2025. La neuvième, donc contrat d'abonnement avec la société Digimarché Accès Pro Logiciel pour un montant de 3 312 € TTC à compter du 1er janvier 2025 pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois. La dixième, donc demande de subvention auprès du conseil départemental du Gard pour travaux divers, renaturation et aménagement paysager. Le coût provisionnel des travaux serait parti donc, comme suit, donc 235 000 €, 322,62 € hors taxe pour les travaux de voirie, 8 831,29 € pour les réseaux humides, 36 680,22 € pour la renaturation et l'aménagement et 15 680,04 € pour les études donc, de topographie et maîtrise d'œuvre. La numéro 11, contrat d'abonnement pour l'hébergement et la maintenance du support de gestion de prise de rendez-vous en ligne des demandes de carte nationale d'identité et des passeports avec la société Sinbird pour un montant de 1 200 € TTC pour une année, donc avec engagement de 2 ans reconductible. La 12, donc, marché délégué à la SPN 30 pour projet d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle Quai Gourmard, diagnostic amiante,
plomb, termites, état parasite avec la société Domitia Expertise pour un montant de 17 545 € hors taxe. Marché délégué à la SPL 30 pour projet d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle Kergomar audit énergétique avec la société JM Marmot pour un montant de 3 150 € TTC. Marché délégué à la SPL 30 pour projet d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle Kergomar géotechnique avec la société AB au sol pour un montant de 2 120 €. 2 120 € hors taxe. Le 15e, donc, marché délégué à la SPL 30, projet d'extension et de réhabilitation de l'école maternelle Kergomar, géomètre avec la société Basse pour un montant de 6 450 € hors taxe. Et la dernière, la 16e, signature du nouveau bail de location pour l'immeuble cadastré BV 246, composé de 10 pavillons, 2 studios et locaux de services et techniques pour une durée de 9 ans au profit de l'État, avec prise d'effet le 1er décembre 2024 pour un montant de 164 000 €. Voilà, donc, mesdames et messieurs, chers collègues et chers publics, nous arrivons au terme de ce conseil municipal. Je vous remercie pour votre présence. Il est exactement 19h56. Je clôture ce conseil municipal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et de bonnes fêtes de fin d'année 2024.